Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire en partenariat avec Veriff Diploma sur le thème mobilité éducative et professionnelle. Quelle stratégie pour s'assurer des profils? Je m'appelle Marine Dessau, je suis responsable éditoriale de Campus Matin, le site ouvert de Newstank Éducation et Recherche qui organise cette conférence dans le cadre de Think 2023. Think, c'est 2 jours de webinaire qui commencent aujourd'hui, une journée en présentiel jeudi où nous vous attendons nombreux. Revenons tout de suite sur le sujet avec un petit peu de contexte. Alors aujourd'hui, les parcours des étudiants et des professionnels sont de plus en plus divers. Expérience à l'international, intitulé des diplômes, multiplication des écoles privées peu connues. Il devient de plus en plus difficile pour les recruteurs de décrypter les CV. Dès lors, comment s'assurer de la véracité des diplômes et des parcours? Les recruteurs qui sont placés au cœur de ce webinaire nous feront les parts de leur expérience. Parmi eux, Béatrice Berger, qui est chargée de recrutement réseaux commerciaux pour AXA France. Bonjour Béatrice. Bonjour. Mathias Chevalier nous rejoint bientôt, il est responsable ressources humaines à la BRED. Puis il y a une école qui est tout de même parmi nous pour donner son point de vue et alimenter le dialogue, représentée par Nathalie Hector, directrice de l'innovation et de l'expérience apprenant à Schema Business School. Bonjour. Nathalie. Enfin, Raphaël Melinon, directeur général adjoint commerce et marketing chez Veriff Diploma. Bonjour Raphaël. Bonjour Marine. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Veriff Diploma, s'il vous plaît? Oui, très bien. Donc, comme son nom l'indique, Veriff Diploma est un service de vérification de diplômes et de CV auprès des sources officielles, donc en France et à l'international. Donc, la société a été créée en 2001 par Emmanuel Chomara, qui est notre président actuel, et bénéficie donc de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la vérification. Alors, l'idée première a été de créer une base de données de diplômés pour permettre aux recruteurs de vérifier les diplômes des candidats en cours de recrutement, d'une manière instantanée et fiable, et également de s'informer sur le contenu pédagogique des formations, ainsi que sur les compétences acquises par le diplômé. Donc, afin de constituer cette base de diplômés qui compte aujourd'hui plus de 19 millions de diplômés, donc nous avons passé des partenariats avec l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, donc tout type d'établissements, les universités, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, mais aussi les IAE, les IUT et les académies pour tous les diplômes, bac, CAP et les BTS. Et cette base de données donc, est alimentée par les établissements avec les listes officielles des jurys. Alors, initialement, le service s'adressait uniquement aux recruteurs et aux cabinets de recrutement, donc désireux, soucieux de sécuriser les candidatures à l'embauche. Et au fil des années, en fait, nous avons constaté une diversification de nos clients ainsi que de leurs besoins, donc notamment à 2 niveaux. Donc sur le besoin, le recruteur, en plus du diplôme, souhaite aujourd'hui vérifier en fait tout le parcours du candidat. Donc ça passe par les expériences professionnelles, donc on va faire des prises de référence auprès des anciens employeurs. Ça peut être également la vérification des pièces d'identité, des casiers judiciaires ou d'autres éléments en fonction du profil des candidats et également des contraintes, si je peux dire, juridiques ou légales imposées dans certains secteurs. Donc, nous sommes toujours très sollicités par les recruteurs de grandes entreprises dans tous les secteurs, mais également de plus en plus par les établissements d'enseignement supérieur, également des ministères et des ambassades qui souhaitent en fait mettre en place des procédures de vérification de diplômes. Donc, pour conclure cette présentation, aujourd'hui, Veriff Diploma est devenu un groupe de solutions EdTech et de solutions RH qui met la haute technologie au service du monde de l'enseignement supérieur et de celui des entreprises, pour rendre le parcours des candidats plus clair aux yeux des recruteurs. Et notre principale mission est de valoriser vos compétences. Merci Raphaël. Alors avant de commencer, je vois que Mathias nous a rejoint. Bonjour Mathias. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, je vous invite Excusez-moi, j'ai un petit problème de connexion. Pas de souci, pas de souci. On vient juste de commencer. Alors, je vous propose à vous, participants de ce webinaire, de poser vos questions donc dans l'onglet chat et votez pour celles qui vous intéressent le plus. Nous y répondrons tout au long du webinaire. Et tout de suite, on attaque avec un petit tour de table. Concrètement, qu'est-ce que la fraude professionnelle dans votre secteur? Est-ce que vous avez des exemples? Béatrice, peut-être, pour commencer. Alors, la fraude, j'allais dire, c'est peut-être pas un mot aussi fort que ça, mais c'est un CV qui va être trop arrangé, un peu trop embelli.
Donc j'ai la chance de pouvoir recruter sur des métiers divers et variés, plutôt des profils commerciaux. Dans mon équipe de recruteurs, on est focalisé sur des métiers commerciaux et nous ne recrutons pas sur des niveaux de diplôme. Tout le monde peut accéder à un métier de commercial. Par contre, quand dans un profil, dans un CV, dans un parcours, un candidat nous déclare un certain nombre d'informations, que ce soit par rapport à son parcours professionnel ou à des diplômes qu'il aurait obtenus, il est important pour nous qu'il nous donne des informations avérées, des informations vraies. Et on se rend compte que même si nous ne recrutons pas sur un niveau de diplôme, eh bien, les candidats mentent sur l'acquisition versus le suivi d'une formation, le fait d'être diplômé ou d'avoir juste suivi des cours. Et ça, c'est important pour nous parce que nous sommes dans des métiers extrêmement réglementés, des métiers sur lesquels la protection du client, elle est forte, des métiers sur lesquels l'honorabilité des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance est importante. Donc pour nous, il est important qu'on ait dès le début de la relation une confiance réciproque, et cette confiance réciproque, elle passe par des informations justes, vraies, délivrées à la phase d'embauche. Voilà, vous faites la distinction entre fraude et fausse déclaration. Oui. La fausse déclaration, c'est pour moi le CV où je dis avoir un master 2, qu'au final, je n'ai pas eu, mais j'ai bien suivi les cours, versus la fraude où je vais jusqu'à produire un document qui justifierait de l'obtention de ce diplôme. Voilà, je fais cette distinction entre la personne qui va très loin dans le fait de produire un faux document. Voilà, ça, c'est rédhibitoire pour nous, hein. Qu'en est-il de votre côté, Mathias? Je ne sais pas si vous êtes là ou pas. Si. Il y a des petites coupures, mais ouais, je suis là. De votre côté, la fraude, quelle réalité? Alors, moi, du coup, je suis responsable de l'équipe recrutement au niveau de la BRED. Donc, la BRED, on est une banque de réseau. Donc, moi, je recrute principalement sur des fonctions commerciales. Moi, je vais un peu dans le même sens que Béatrice, c'est-à-dire qu'il y a des candidates et des candidats qui et d'autres qui vont vraiment être dans le faux, c'est-à-dire dans la fraude. Nous, aujourd'hui, on a à peu près, on vérifie donc les diplômes des candidats qu'on recrute parce qu'on a un niveau d'entrée minimum qui est à Bac+2. Ça, c'est la politique recrutement de la BRED. Donc, pour intégrer notre banque, il faut au moins avoir un diplôme supérieur Bac+2. Donc, on vérifie les diplômes de nos candidats. Hein, ça fait partie de notre process de recrutement interne. Et on a à peu près chaque année quand même 6% d'incohérence par rapport aux diplômes qui sont annoncés par les candidats. Et une fois qu'on a vérifié, il y a une incohérence. Ça représente 6%, on va dire, des vérifications qu'on peut faire chaque année. Évidemment, quelqu'un qui présente un faux, c'est rédhibitoire. Hein, ça, c'est une évidence. En termes de conformité, c'est pas possible. Quelqu'un qui embellit un peu le diplôme, il peut y avoir des échanges, mais c'est pareil. On part avec un avis quand même assez négatif. Et c'est vrai que nous, c'est hyper important de faire cette vérification parce que derrière, on est sur des métiers où les conseillers vont gérer l'argent de nos clients. Voilà, il y a beaucoup de conformité en banque, beaucoup de règles. Donc, on ne peut pas démarrer une relation RH avec quelqu'un qui nous ment dès le départ. C'est vraiment pas possible. Voilà. Donc, c'est avant tout pour sécuriser notre process de recrutement qu'on fait cette vérification. Nathalie, est-ce que vous avez un discours auprès des étudiants à ce niveau-là? En fait, c'est un peu particulier parce que, bon, pour les grandes écoles, nos diplômes sont reconnus au niveau des ministères et on a des accréditations au niveau des écoles. Donc, c'est généralement le cas pour toutes les écoles de management, en particulier aussi pour la nôtre Askema. Donc, je dirais, c'est une garantie pour les entreprises lorsque l'on évoque en fait un titre ou un diplôme, de se dire qu'en fait, derrière en fait ce qui est annoncé par l'étudiant, il y a une réalité, en fait, une reconnaissance. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est important. Je dirais, au-delà de ça, il faut quand même aussi regarder, je pense que c'est important dans la relation avec les recruteurs, c'est aussi la différence entre les écoles et justement la reconnaissance des diplômes. Donc là, c'est aussi un monde particulier qui n'est pas toujours évident en fait pour les entreprises d'ailleurs, aussi une référence auprès des écoles qu'ils connaissent plus traditionnellement comme les nôtres.
Donc ça, c'est important, parce que derrière des titres type bachelor et autres, il n'y a pas forcément les reconnaissances, hein, selon les écoles. Et donc, c'est un point qui est pour nous important d'expliquer aux étudiants qui vont faire des choix pour entrer dans nos écoles, donc généralement en situation de post-bac ou autre, de leur donner en fait une vision de la situation avant même de choisir l'école, parce que c'est pas forcément parce qu'on paye une scolarité que pour autant la reconnaissance des diplômes est automatique. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Après, nos étudiants, honnêtement, on n'a pas du tout ce type de démarche d'avoir de nécessité à leur demander de ne pas mentir dans le cadre de leur CV. Je pense que ça tient au fait que, globalement, ils connaissent la valeur de leur diplôme, donc ils n'ont aucun intérêt à raconter une histoire autre sur les réseaux. Ce qu'on voit poindre de plus en plus, c'est un autre sujet, c'est la naissance en fait de badges ou de micro-diplômes certifiants que l'on peut faire en fait au niveau, enfin voilà, dans plein d'écoles, plein de structures où c'est la marque qui est utilisée, mais derrière en fait l'intitulé qui va être mis sur LinkedIn par exemple, c'est pas forcément le diplôme, voilà. Donc il peut y avoir parfois à cet endroit-là voilà, c'est pas forcément une volonté de mentir, mais une mise en avant en fait d'une marque complémentaire à un diplôme obtenu. Donc c'est du moins un sujet que nous on regarde aussi, et c'est valable aussi pour les collaborateurs qu'on peut recruter, se dire voilà, quand on annonce en fait un diplôme court ou un diplôme long obtenu dans une belle école au niveau mondial, voilà, on va aller regarder un peu ce qui se passe derrière l'intitulé. Donc ça, c'est un point qui est aussi important. Et finalement, en ce qui nous concerne, on est aussi intéressé par le sujet de la vérification des diplômes, parce qu'on fait de l'intégration d'étudiants internationaux, étudiants nationaux, qui font parfois de la poursuite d'études s'ils rentrent sur des niveaux master, et pour lesquels aussi on est attentif à la validité du diplôme obtenu. Et pareil, on est confronté aussi à des étudiants qui passent des concours et qui s'inscrivent avec un niveau Bac+2 ou Bac+3, et au moment où on regarde en fait la qualité du diplôme, bien parfois ça nous arrive, c'est un petit pourcentage, mais pour autant il existe, c'est toujours décevant de devoir refuser des étudiants qui passent un concours en leur disant le diplôme que vous avez obtenu avant n'était pas reconnu, donc pour nous en fait vous avez un niveau bac et ni pas un niveau Bac+3. Donc là, c'est toute l'information qu'on peut faire auprès des cibles et des parents pour éviter ce genre de drame lorsqu'ils ont déjà fait 2-3 années d'études. Effectivement, il y a un enjeu de lisibilité et de clarification dont on parlera plus tard. Raphaël, est-ce que vous avez d'autres exemples de fraude? J'imagine que vous avez plus d'anecdotes à nous raconter. Oui, effectivement, comme on l'a vu à travers le témoignage de l'ensemble des participants, donc la fraude est une réalité. Donc Mathias a déjà donné quelques chiffres au niveau de la BRED, mais voilà, qui n'est pas très loin de la réalité. Sur l'ensemble des vérifications que nous avons réalisées en 2022, on a constaté un taux de 7% de fausses déclarations ou d'imprécisions. Donc effectivement, il y avait deux niveaux, comme le précisait Béatrice. Il va y avoir le candidat qui a bien suivi la formation, son cursus, mais malheureusement qui a échoué donc à la fin de son parcours, parce qu'il n'a pas eu un niveau suffisant au TOEIC, qu'il n'a pas présenté un rapport de stage ou autre. Donc là, ça concerne à peu près la moitié des candidats qui vont déclarer une fausse information. Mais après, il y a des cas plus importants, plus graves, où des candidats n'ont jamais mis les pieds en fait, dans la formation, n'ont jamais suivi le cursus pédagogique et vont s'inventer un parcours de toutes pièces. Et donc, dans le recrutement, dans l'évolution du process, effectivement, ça peut résulter par la production d'un faux document, avec un faux diplôme, une fausse attestation. Et donc là, on est quand même sur du faux et de l'usage de faux. Donc, c'est un impact beaucoup plus important. Donc, déjà, par rapport au risque d'intégrer une personne qui aurait fait de faux documents. Et après, c'est un impact aussi côté établissement, parce que là, le candidat a utilisé la marque, la notoriété de l'établissement sur un faux document. Donc, il y a bien cette réalité de la fraude et avec après différents niveaux, si je puis dire, de gravité dans cette démarche. Après, effectivement, la fraude peut prendre plusieurs formes. Sur la partie diplôme, ça peut être tout simplement une fausse copie de diplôme qui a été modifiée sur un PDF via Photoshop. Après, il y a des candidats plus organisés. Il y a des sites qui vous permettent d'acheter un faux diplôme. Donc, il y a des grandes écoles, des grandes universités qui sont référencées. C'est un site e-commerce, en 24 heures ou 48 heures pour les moins bons sites, vous êtes livré chez vous dans votre boîte aux lettres, avec un diplôme plus vrai que nature. Voilà, donc il y a ce phénomène qui existe. Vous avez aussi des établissements que l'on appelle les moulins à diplômes,
Donc, ils vont réaliser des inscriptions, délivrer des diplômes, alors qu'il n'y a aucune pédagogie derrière, pas d'enseignement. Et ces établissements vont quand même répondre. Si un recruteur appelle l'établissement, il y aura bien un service de scolarité qui va répondre en général très rapidement pour dire que le diplôme est bien réel, alors que derrière, donc, il n'y a aucun contenu. Il y a même des cas encore plus surprenants, des fausses universités. Donc voilà, l'établissement n'existe pas, il y a un magnifique site internet et cet établissement va délivrer des diplômes, alors pareil avec un service de scolarité imaginaire qui peut induire donc, voilà, des recruteurs en erreur. Et on peut même aller donc, sur des usurpations en fait, d'identité. On a eu un cas sur un candidat donc, qui avait en fait tout simplement acheté le nom de domaine d'une académie pour écrire au recruteur comme quoi il était bien diplômé et il avait même usurpé le nom du recteur de cette académie pour faire croire à son recruteur qu'il avait bel et bien obtenu son BTS. Donc effectivement, la fraude peut prendre différentes formes et peut être très difficile à détecter pour certains recruteurs. Et après, il y a une notion qui a été très intéressante aussi, qui a été soulevée. Donc, il y a l'obtention du diplôme, qui est le premier élément, mais après, c'est le contenu, l'intitulé du diplôme. Voilà. Donc, très souvent, le candidat peut adapter son intitulé, donc, soit en fonction du poste qui lui est proposé, ou les candidats qui ont des diplômes à l'international vont traduire leur intitulé de diplôme pour pouvoir l'adapter et puis se présenter aussi à un poste. Donc, nous, notre travail, ça va être tout simplement de vérifier et de rester sur des données factuelles. C'est-à-dire qu'on va apporter un rapport de vérification, alors, à savoir si le candidat est bien diplômé, mais connaître l'intitulé exact du diplôme, de sa spécialité, son niveau, éventuellement les informations sur le contenu pédagogique de la formation, pour justement qu'il n'y ait pas d'erreur ou de mauvaise interprétation sur ces intitulés de formation. Merci Raphaël. Alors on observe une augmentation des procédures de vérification lors du recrutement. Quelles en sont les raisons? Quelle est l'évolution de la fraude, notamment au regard du numérique? Quelles sont les règles peut-être propres à une organisation, propres à un secteur juridique? Béatrice? Alors oui, nous sommes montés en puissance sur les vérifications, sur le nombre de points que nous vérifions à l'embauche. Ça va au-delà des diplômes, hein. Et effectivement, le diplôme, c'est un basique, mais parce que la réglementation aussi est très forte dans nos métiers, le fait de pouvoir passer par un partenaire de confiance certifié, ça nous permet de pousser un petit peu plus loin certaines vérifications, comme par exemple l'extrait de casier judiciaire, où on est dans des métiers réglementés, je vous l'ai dit, en termes d'honorabilité, qui nous permet de demander à l'embauche un extrait de casier judiciaire, mais c'est un document qui est extrêmement sensible, qui ne peut pas être manipulé ni stocké n'importe comment. Donc le fait de pouvoir passer par un partenaire de confiance où c'est le candidat lui-même qui va déposer sur la plateforme sécurisée bien, le dit document, ça nous permet de renforcer notre procédure de sécurisation à l'embauche. Et deuxième élément pour nous qui est important, c'est la partie aussi contrôle de référence. Puisque ça, c'est une opération qui était menée par nos équipes de recrutement directement, contrôle de référence, et demander aux candidats de nous fournir les coordonnées des personnes auprès des anciens employeurs pour pouvoir faire les vérifications, s'assurer qu'il a bien occupé le poste qu'il déclare avoir dans son parcours, qu'il a bien travaillé dans cette entreprise de telle date à telle date, et savoir si effectivement les conditions d'exercice de ces fonctions étaient normales. Également de vérifier si les motifs de fin de relation contractuelle sont bien ceux que le candidat prétend avoir, hein, entre une démission et un licenciement, parce que là aussi, par rapport à l'exigence de nos métiers, une personne qui a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, et encore plus pour faute lourde, c'est une personne que nous ne souhaitons pas embaucher dans nos équipes. Donc ça, ce sont des informations que nous avons cette possibilité de vérifier avec le partenaire Vérif Diploma qui effectivement a un spectre plus large que la simple vérification des diplômes.
Donc, c'est aussi d'aller sur de la vérification de pièces d'identité, la vérification de permis de conduire, puisque nous sommes dans des métiers où le permis de conduire est exigé. Donc, vous voyez, ça pousse très loin pour nous ces contrôles et le fait de passer par un partenaire, une fois de plus, un certifié, un partenaire de confiance, ça permet de décharger nos équipes de recrutement de ces tâches plus administratives qu'ils menaient de façon plus ou moins efficiente. Et vous êtes soumis à la réglementation DDA? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi il s'agit? En fait, c'est une réglementation qui vise à protéger notamment les clients. Donc, il est important en amont de pouvoir s'assurer justement de l'honorabilité de la personne à qui nous allons confier les clés de notre clientèle, hein, qui va effectivement toucher sur des aspects très financiers, hein, du client, puisque là, je suis sur des collaborateurs ou des indépendants qui vont exercer des métiers qui ont trait à tout ce qui concerne la protection du patrimoine de nos clients, préparation de la retraite, placement financier. Donc, voilà, des aspects sur lesquels il est important que la personne qui intègre nos rangs soit quelqu'un d'honorable, soit quelqu'un qui ait fait preuve d'une grande éthique professionnelle avant de nous rejoindre. Voilà. Vous pouvez avoir des contrôles là-dessus au regard de la loi, vous devez prouver que vous avez bien fait ces vérifications? Oui, oui, oui. Et donc, tous les ans, nos collaborateurs doivent également de nouveau certifier que leur honorabilité n'est pas entachée au cours de l'exercice, hein, parce que c'est des choses qui peuvent aussi évoluer dans le temps. Il y a la phase d'embauche, mais nous avons aussi ce contrôle en cours de contrat de travail où tous les ans, ils doivent de nouveau déclarer si leur honorabilité est entachée ou pas. Nathalie, cette réalité juridique, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez au niveau des écoles? Alors, on la connaît, du moins, elle est expliquée dans le cadre des diplômes, c'est-à-dire que, évidemment, des étudiants qui font des parcours justement pour entrer dans différents métiers ou secteurs qui sont très réglementés, on leur explique et ils le savent. Le directeur de programme explique ça, et dans les relations qu'on peut avoir avec l'équipe qui s'occupe de la carrière des étudiants, il y a ça dans toutes les écoles, un service qui s'occupe de ça. Il y a toute une partie liée à la réglementation. Voilà, et je dirais après, au-delà de ça, je dirais dans le mode de fonctionnement quotidien que l'on peut avoir, dans toutes les interactions que l'on peut avoir avec nos étudiants, c'est aussi, je dirais, assez naturel de leur expliquer si besoin est le besoin d'éthique en fait dans une relation professionnelle. Mais quelque part, c'est la même chose dans une école. C'est-à-dire que nous, on est un peu, moi j'appelle ça souvent un sas de préparation à l'entreprise. Donc, on attend de leur part, en tant qu'étudiants, des comportements tels qu'ils seront demain dans l'entreprise. Et s'il doit y avoir, pour une raison ou une autre, un comportement, on va dire, anormal d'un étudiant, parce qu'il faut voir aussi, hein, c'est quand même des cas très rares, très rares. Globalement, il y a un conseil de discipline. Enfin, voilà, on a des instances pour gérer ce genre de choses. Si on devait se retrouver dans une situation particulière d'un étudiant encore inscrit chez nous. Après, en tant qu'alumni, donc nous, on contrôle aussi, hein, à travers les équipes alumni de l'école, on a un suivi de l'ensemble de la base de données des alumni. On suit en fait ce qu'ils font, donc à travers notamment LinkedIn, et on a une capacité à pouvoir suivre et mettre à jour cette base de données, accompagner aussi les entreprises qui le demandent. Donc oui, ce sujet-là, je pense que les étudiants sont très conscients de l'importance en fait de respecter l'éthique, la réglementation, et que c'est un peu naturel en fait d'avoir ce type de comportement-là. Je crois que c'est là où il y a confusion, c'est un peu ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'est lorsqu'on commence à rentrer dans le détail d'un certain nombre de compétences, par exemple, ou évolution de carrière ou autre, on pourrait tenter de mettre en avant une particularité. Voilà, ça pourrait arriver potentiellement, c'est un peu ce que je peux imaginer en me disant, voilà, quand on évolue, on dit qu'on a fait telle et telle chose, mais en fait, ce n'est pas représentatif d'un programme complet. Voilà, donc je dirais ça, c'est réellement finalement une relation de l'individu avec lui-même. Hein. Soit on est comme ça, soit on ne l'est pas. Si on a envie de mentir et d'essayer de faire une carrière en ayant fraudé et en vivant avec cette espèce d'épée de Damoclès, d'être repéré à tout moment de sa vie,
c'est une relation que l'on peut avoir qu'avec soi-même finalement. Voilà. Après, je pense pas que, honnêtement, je ne vois pas les étudiants en école de management avoir ce type de comportement aujourd'hui. Voilà. Je crois que par contre, il faut qu'on les conseille sur la poursuite d'études tout au long de leur vie, le déploiement de ces fameux certificats, ces nouvelles formes d'obtention de nanodegrees, comme on les appelle, qu'ils peuvent obtenir, et pour pouvoir toujours donner la réalité au plus près. Et après, comme Béatrice le disait tout à l'heure, je suis assez d'accord, on a aussi de plus en plus de demandes de référencement qui viennent appuyer des activités qui ont pu être faites aussi par nos étudiants dans le cadre d'activités associatives, je pense à Junior Entreprise, ce genre de choses, pour s'assurer en fait que bien au-delà de ce qui a pu être décrit, il y a une validité à travers des pairs qui pourraient préciser les choses. Donc, je pense qu'on est sur voilà, on triangule un peu l'information pour s'assurer que les choses sont réelles. Et évidemment, plus le métier est réglementé, plus il va y avoir un besoin d'indices concordants pour pouvoir s'assurer de la véracité des informations. Merci. Mathias, dans le secteur bancaire, quelles sont les réglementations ? En termes de vérification des diplômes, je ne sais pas si... Mathias, vous m'entendez? Non, peut-être pas. Raphaël, est-ce que vous pouvez compléter? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, on a beaucoup parlé du cadre juridique ou des réglementations, à un moment qui imposent à certains secteurs d'activité, donc notamment dans l'assurance. On peut également avoir le cas, bien sûr, dans le secteur bancaire. Alors, il y a beaucoup de normes pour les intervenants, pour les salariés qui vont travailler sur les marchés financiers. Voilà, donc que ce soit en France, il y a différents organismes en France, en Angleterre, aux États-Unis, en fait, pas mal les places boursières qui vont imposer un certain nombre de vérifications. Voilà, je vais peut-être laisser Mathias pour intervenir, et puis je compléterai ensuite mes propos après l'intervention de Mathias. Mathias, votre micro est coupé, mais si vous n'avez pas la caméra, ce n'est pas un problème. Je vais peut-être poursuivre et dès que Mathias pourra réintervenir, je lui laisserai bien entendu la parole. Donc, on a vu le cadre juridique donc dans la banque, dans l'assurance, mais aussi pour toutes les professions réglementées, pour la comptabilité. Quand vous embauchez un comptable, vous devez vérifier son casier. Voilà, c'est une obligation. Ça peut être valable pour les architectes et aussi, je tiens à souligner, pour la médecine. Voilà, c'est un sujet extrêmement important de pouvoir vérifier, s'assurer de l'intitulé, que la personne est bien diplômée. Et quand on est sur la spécialité, donc on l'a vu pour des écoles de management ou d'ingénieurs, dans les universités, bien sûr, ça a un impact. Bon, sur la médecine, la spécialité est d'autant plus importante. Donc, il y a un cadre juridique, il y a des secteurs réglementés qui imposent la vérification. Après, il y avait toujours cet aspect de sécurisation. Donc, c'est vraiment la lutte contre la fraude. On a vu qu'il y avait des personnes qui allaient mentir, voire produire des faux. Donc, à un moment, les sociétés doivent s'en prémunir pour être sûres d'intégrer des personnes en toute confiance et qui se comporteront, après, une fois intégrées dans la société, de manière éthique, honorable, en tout cas, qui ne représenteront pas un risque pour l'entreprise. Mais il y a aussi 3 autres notions aussi qui peuvent expliquer la forte augmentation des demandes de vérification. Donc, c'est l'internationalisation des profils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants peuvent avoir leur bac en France, obtenir une licence en Chine et revenir faire un parcours, un master en France ou un master spécialisé dans un autre pays. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une diversité des parcours, alors que ce soit pour les établissements, comme le soulignait Nathalie, à l'admission. Voilà, vous avez peut-être des fois pour certaines écoles un ratio de 40%, voire 50% d'étudiants qui ont obtenu un diplôme à l'international. Donc, il y a ce souci de pouvoir bien appréhender l'établissement. Est-ce que l'établissement dans le pays est bien reconnu? Après, quand je suis dans l'établissement, est-ce que la formation obtenue par mon candidat, si tant est qu'il est bien obtenu, correspond bien aux prérequis d'entrée dans le programme? Donc, il y a toutes ces notions-là. Donc, l'internationalisation des parcours va venir complexifier l'appréhension, la compréhension de l'ensemble de ces universités, de ces écoles et de ces formations. Donc, tout ceci nécessite bien sûr une clarification, d'aller plus loin sur la vérification. Il y a également la diversité des parcours. Donc, outre la mobilité internationale, comme on l'a vu, aujourd'hui, il n'y a pas un parcours linéaire avec, par exemple, des grandes écoles avec une prépa et puis le diplôme d'ingé ou le diplôme d'une école de commerce. Non, il y a des admissions parallèles, il y a différents concours. Après un BTS, vous pouvez rentrer dans telle ou telle formation d'école d'ingénieur ou autre. Donc, aujourd'hui, les parcours sont très divers.
Et ensuite, il y a l'abondance des informations. Alors, sur les réseaux sociaux, ça peut être les badges, différentes formes, des liens, des diplômes ou des attestations sur la blockchain. Donc, il y a une abondance d'informations. Et tout ça contribue, en fait, aux besoins, que ce soit pour le recruteur, côté entreprise et côté école, de mieux comprendre, mieux appréhender, de clarifier ses parcours de candidat et de qualifier l'information qui est présentée par le candidat. Et comment on fait cette démarche? On vérifie auprès des sources officielles. Voilà, donc ce sont tous ces phénomènes qu'on a évoqués ensemble qui expliquent cette forte croissance. Pour vous donner quelques chiffres, à notre échelle, en 2022, Veriff Diploma a réalisé 160 000 vérifications de diplômes en France. Ça représente plus de 16 500 vérifications de diplômes à l'international. C'est là où on a la plus forte croissance, très très fort développement à l'international, ce qui représente plus de 100 000 CV. Et en termes d'augmentation, c'est ce qui est important, c'est la dynamique. Il y a plus de 57% d'augmentation des demandes de vérification depuis 2 ans, constatées par Veriff Diploma. Voilà, il y a un véritable enjeu de lisibilité et c'est dans l'actualité puisque la ministre, notamment, un des sujets qui est de faire le tri face au foisonnement des formations proposées par le sub privé. Pour les entreprises, c'est pas toujours facile, j'imagine, de lire les diplômes. Je vous propose de prendre les questions. Alors, on a une question de Guillaume Ferrante. Au-delà du diplôme, les écoles tendent vers la validation des compétences. Avez-vous déjà reçu des documents attestant de l'acquisition de compétences et si oui, contrôlez-vous la bonne acquisition de ces compétences? Mathias ou Béatrice? Comme vous travaillez avec Veriff Diploma, j'imagine que ce n'est pas vous qui recevez ça. Oui, non, la partie compétences, non, il n'y a pas de contrôle en tant que tel, si ce n'est à travers les entretiens qui sont menés, que ce soit par le RH ou le manager, sur j'allais dire, le parcours d'évaluation du candidat. Il n'y a pas d'autres éléments. C'est-à-dire que c'est pas un diplôme pour nous qui valide une compétence. Une fois de plus, on ne recrute pas sur diplôme de notre côté. Donc, on regarde quelles sont les compétences des personnes par rapport à l'attendu des métiers. Le diplôme, s'il est vérifié, c'est parce qu'il est déclaré par le candidat. Si le candidat nous déclare aucun diplôme dans son CV, nous ne ferons pas de vérification. Et voilà, les compétences ne seront pas, il n'y a pas de demande de validation. C'est uniquement ce qui est déclaré dans le CV, ce qui est mis en avant par le candidat comme un élément tracé, en fait, factuel, qui va être vérifié. Voilà. Nathalie, est-ce que vous en produisez des documents d'attestation de compétences? Alors, je vais saluer Guillaume, je connais bien, je sais pourquoi il est intéressé par le sujet. Globalement, en fait, on est aujourd'hui, toutes les écoles travaillent sur l'approche compétence et je dirais la partie non visible du diplôme, mais sur lesquelles, en fait, aujourd'hui, les entreprises nous demandent de plus en plus, en fait, d'être capables de pouvoir compléter des dynamiques de compétences au-delà des hard skills qu'on reconnaît derrière un diplôme. Si vous faites un master en finance, on s'attend quand même à ce que l'étudiant, s'il a obtenu le master, et les connaissances en fait en finance. Donc ça, je dirais, les notes obtenues et l'obtention du diplôme permet quelque part de le valider à un instant T. Par contre, c'est vrai qu'en général, de plus en plus, l'entreprise aime bien pouvoir avoir une validation, une reconnaissance des soft skills attendus pour un certain nombre de métiers divers et variés. Donc, de plus en plus, on travaille derrière la grille de connaissances et la grille du master ou du diplôme. On travaille de plus en plus la granularité en essayant de donner un maximum d'informations sur les compétences qu'on obtient spécifiquement dans une école. Donc, ça peut être des compétences autour de l'interculturel, si on prend l'exemple de Schema, puisque nos étudiants font beaucoup de temps à l'international, mais ça peut être d'autres typologies, l'esprit critique, la capacité à travailler dans un collectif, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on y travaille, on structure une approche compétences qui permet en fait de pouvoir en fait déjà être une boussole pour nos étudiants, capable de se dire, tiens, j'ai fait telle expérience, j'ai fait un stage, etc. Ça m'a permis d'avoir telle et telle compétence. Et donc, je vois où je vais. Et si j'ai envie d'aller vers telle typologie de travail, j'ai intérêt à continuer à travailler ces compétences-là parce qu'elles sont clés. En plus des hard skills, d'obtenir ces compétences-là, ça me permettra d'accélérer ma réussite dans ce secteur.
Donc ça, c'est une boussole, je dirais, globalement, pendant la scolarité. Et de plus en plus, on essaye aussi de la rendre visible parce qu'on voit bien que c'est un accélérateur d'obtention ou de stage de césure, d'apprentissage ou de premier emploi. Donc aujourd'hui, la façon dont on le structure, c'est plutôt à travers l'édition d'un certificat complémentaire que l'on peut admettre, qui va correspondre par exemple à un pourcentage des meilleurs étudiants, par exemple sur un track dans un programme grande école, les étudiants qui ont fait Finance and Quants par exemple, qui ont eu plus de 12 de moyenne, donc ce sont les meilleurs élèves du parcours par exemple, 14, ça dépend, hein, c'est le directeur de programme qui fixe la moyenne, eh bien ils vont pouvoir avoir un certificat complémentaire avec des compétences qui sont détaillées et que l'étudiant pourra pousser sur les réseaux sociaux nécessaires pour, par exemple, pouvoir compléter une période dans laquelle il n'a pas encore l'obtention du diplôme et tout en pouvant adresser auprès des entreprises voilà, un premier niveau, des indicateurs qui vont nous permettre en fait de rentrer en contact. Et puis, ça favorise aussi la volonté que l'on peut avoir que nos étudiants donnent le meilleur d'eux-mêmes pendant leur scolarité. Donc, c'est aussi un moyen en fait de leur permettre de voir où ils vont et lorsqu'ils se dépassent d'avoir un badge complémentaire ou autre. Et aujourd'hui, c'est en train de se structurer. Souvent, ce qui se passe, c'est un peu c'est ce qu'on appelle l'adossement. Hein, quand on a des badges, il y a un adossement par l'école, c'est-à-dire que l'étudiant peut avoir un badge qu'il peut émettre dans sa vie associative ou autre, mais ce qui se passe, c'est que l'école, en fait, via, par exemple, un service de la vie associative, va endosser, donner la validation officielle, et puis ensuite, c'est la communauté qui va compléter ça. Donc, si on pousse, en fait, le raisonnement autour de la dynamique des badges qui est en train de se mettre en place globalement, hein, je ne pense pas forcément que chez nous, mais globalement, aujourd'hui, cette granularité-là, plus vous êtes reconnu aussi par la communauté, qui va endosser votre badge, plus ça démontre en fait que vous avez cette compétence-là est une réelle compétence et qu'elle est reconnue par les autres. Et ça, c'est un point qui est fort aujourd'hui pour les entreprises et aussi pour des étudiants qui sont aussi dans des choix de carrière qui évoluent très très vite et pour lesquels il faut être en permanence en capacité de montrer son évolution de compétences. Donc pour répondre à Guillaume, et en même temps à votre question sur oui, on édite des documents, on est en train de tous, je dirais globalement dans les écoles de management, en train d'y travailler, pour compléter en fait les capacités à nos étudiants de pouvoir vivre leurs premières expériences professionnelles et rendre visible ce qui n'est pas forcément visible pendant la scolarité sur les compétences obtenues dans les différentes activités, qu'elles soient scolaires ou extrascolaires. Raphaël, ces documents, est-ce que ça fait partie des choses que donnent les étudiants? Est-ce qu'ils vont juste mettre finalement leur diplôme ou est-ce qu'ils vont aussi les mettre en avant? Alors, donc nous, dans notre petit métier, si je puis dire, de la vérification donc des diplômes ou des CV, on va rester sur des données factuelles. C'est-à-dire que le recruteur prend toute sa place, justement, à travers l'entretien, les différentes questions, les recherches sur les formations, son réseau. Nous, on va vraiment valider des données très factuelles, donc à savoir le diplôme, est-ce qu'il a obtenu, est-ce que l'intitulé de la formation est bien exact. On va vérifier les prises de référence avec les dates, tous ces éléments. Sur la prise de référence, on peut aller un peu plus loin sur la prise de référence, notamment qualitative, où là, on va poser des questions en fonction du métier ou de la mission qui va être proposée au candidat. On va aller un peu plus loin sur les questions, mais on va rester à ce niveau-là très factuel. Après, tout le niveau donc compétences, que ce soit à travers le diplôme, donc on aura validé le diplôme, donc il y a quand même une pédagogie derrière, il y a quand même un enseignement, puis il y a eu des spécialités. Donc, le candidat doit avoir les compétences, en tout cas, qui ont été enseignées lors de cette formation. Donc, ça nous, à travers la validation de son diplôme avec l'intitulé exact et la bonne spécialité, en quelque sorte, on va valider que le candidat a bien suivi cette formation, donc il est censé avoir eu ce domaine de compétences. Mais après, c'est vraiment le recruteur qui va prendre le relais sur tout ce qui est évaluation de compétences à travers ses expériences ou à travers des tests ou à travers les entretiens. C'est ça, justement. Béatrice, comment est-ce que vous leur recommandez aux étudiants de mettre en avant ces badges dans leur CV? C'est une autre de nos questions. En fait, on ne leur recommande pas de les mettre dans le CV là-dessus. J'allais dire, dans le CV, il faut être le plus transparent possible et pour moi, le CV, c'est plus une carte de visite, un petit flyer un petit peu, pas publicitaire, mais un petit flyer pour donner envie d'aller plus loin. Donc, soyez transparents, soyez honnêtes sur les informations. Bien évidemment qu'il faut mettre en avant ses atouts, ses points forts, mais surtout ne pas mentir. Voilà.
Donc, on peut avoir aussi des trous dans son parcours, on peut avoir des périodes d'inactivité. Il vaut mieux les évoquer en toute transparence. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où justement on est capable d'entendre que quelqu'un a eu envie de prendre soin de lui-même et que pendant 6 mois ou 1 an, il a fait le choix de faire quelque chose que pour lui ou pour s'occuper de personnes de sa famille ou ce genre de choses. Et il n'y aura aucun jugement sur le fait que la personne soit restée inactive entre deux activités, entre 2 postes. Et il vaut mieux aborder en toute transparence ce sujet-là en disant, ben voilà, il y a un trou dans mon activité parce que j'ai eu un projet personnel et on n'a pas besoin de s'étendre sur le contenu, plutôt que d'essayer de masquer des trous en trichant sur des dates, plutôt que de tricher aussi sur la non-obtention de diplôme, qui parfois est largement compensée, l'absence de diplôme, par de l'expérience professionnelle ou par des soft skills de savoir-être, de capacité d'adaptation qui font que, en tout cas je parle pour mes métiers, sont beaucoup plus importants que le fait d'avoir validé un diplôme de niveau bac+2, bac+3, bac+5, peu importe. C'est ça que aujourd'hui qui est important, c'est de mettre plus en évidence les valeurs de la personne en termes de compétences, mais aussi en termes de capacité à se développer et à aller sur tel ou tel type de mission, plutôt que d'essayer de rester dans ce qui était traditionnel sur le CV. Hein. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on impulse quelque chose, de sortir de ces modèles qui d'ailleurs sont proposés sur le net de cette façon-là, hein, sont proposés aux étudiants. Et j'ai la chance aussi de pouvoir intervenir auprès d'universités localement pour pouvoir accompagner aussi les étudiants sur la préparation de leur CV ou de cette fameuse lettre de motivation, pour plutôt qu'ils parlent d'eux différemment que dans un cadre prérequis où on doit mettre la formation, le machin, le bidule, mais d'aller chercher plus sur qu'est-ce qu'ils ont fait qui les a démarqués, qu'est-ce qu'ils ont fait de remarquable dans leur début de carrière, que ce soit professionnel ou parfois dans l'environnement associatif, sportif ou autre. Et ça a plus de valeur pour moi qu'un diplôme, parce que vous venez de le dire, tous les diplômes aujourd'hui n'ont pas la même valeur. Il y a un petit peu de tout sur le marché aujourd'hui et c'est très compliqué pour un recruteur d'avoir un jugement de valeur sur justement la formation qui a été suivie par la personne, à part quelques écoles voilà, qui sont notables et remarquables. Mais pour le reste, c'est pas là-dessus qu'on va aller creuser pour savoir si la personne va avoir les compétences requises pour entrer dans le poste. Merci. Je vous propose maintenant de passer à une partie où on va se pencher sur la façon dont vous avez fait évoluer vos process en fonction justement de ces besoins de vérification des diplômes. Est-ce qu'il est préférable d'externaliser? Pourquoi ne pas rester sur une gestion interne? Et puis c'est en lien avec une des questions qui a été posée. Est-ce qu'il n'y aurait pas des systèmes un peu magiques qui analysent de manière automatique les CV pour vous faire gagner du temps? Béatrice, vous avec ça, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'externaliser et depuis quand? Alors, on a choisi d'externaliser tout ce qu'on pouvait externaliser sur ces missions-là pour permettre aussi aux recruteurs d'être beaucoup plus focus sur leur métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'énergie du recruteur, elle est sur l'entrée en relation avec des potentiels candidats. Aujourd'hui, on n'a pas de flux de candidats qui nous permettent d'avoir ce choix du roi. C'est à nous d'aller vers des personnes pour leur donner envie de s'intéresser à nos métiers. Et c'est pour ça qu'il était important de pouvoir dégager du temps aux recruteurs sur toute cette phase administrative qui en plus, soyons transparents, c'est pas leur tasse de thé. Ils préfèrent interagir avec des candidats plutôt que de leur demander de fournir des photocopies de ceci, de cela. Donc, pour le temps, pour la sécurisation aussi, parce que le fait de pouvoir travailler avec des partenaires de confiance, avec des outils qui sont aujourd'hui modernes, ça évite justement de demander aux candidats de fournir des photocopies. Hein, et on travaille avec une mise à disposition du partenaire des documents par des flux beaucoup plus sécurisés, ce qui limite aussi toutes les problématiques de conservation de ces documents.
Donc, ça accélère aussi. Deuxième élément important pour nous, c'est d'accélérer sur ce processus de contractualisation. Il y a la phase de sélection, mais après, il y a cette phase de contractualisation qui prend un temps certain, puisque ça va au-delà de la collecte de documents. C'est aussi ces contrôles de référence qui sont menés en externe auprès des anciens employeurs. Et là, Raphaël voit de quoi je veux parler quand je dis que ça prend un temps certain. Il n'y a pas forcément la réactivité qu'on aimerait. Donc, l'idée, c'est de pouvoir contracter au maximum ces délais de contractualisation, de les sécuriser au maximum, ce qui dégage du temps, moi, pour mon équipe de recruteurs, pour pouvoir plus interagir avec des candidats. Nathalie, comment s'organisent les établissements face à l'augmentation de ces demandes de vérification pour répondre aux besoins des recruteurs? Alors, les établissements, si on parle des établissements écoles de management, alors chaque école a un peu son mode de fonctionnement. Voilà, certaines vont avoir recours notamment à Vérif Diploma pour l'intégration des étudiants, donc dans les phases de sélection. Ça peut être sur des masters spécialisés, ça peut être aussi dans le cadre des concours, puisque dans tous les cas, l'étudiant doit systématiquement remettre le diplôme préalable. Donc, voilà. Donc, soit il y a une relation avec un partenaire comme Vérif Diploma qui est plutôt bien connu dans le secteur. Donc, voilà, je rejoins Béatrice, exactement la même dynamique de gagner du temps pour des équipes qui doivent le faire manuellement, voilà, en essayant de faire une chasse au trésor pour essayer de découvrir la certitude des informations. Donc là, une école, plus elle a d'étudiants potentiellement en recrutement, plus elle aura l'envie de se rapprocher d'une structure qui va voilà, en faire son cœur de métier, et on s'appuie en fait sur elle pour globalement faire ce premier tri. Parfois, c'est aussi 90% de l'activité ou la certitude de la qualité du diplôme, et puis on peut aussi avoir une incomplétude de l'information, c'est-à-dire que l'étudiant parfois remplit sur un site, par exemple, un certain nombre d'informations, fournir le diplôme, mais en fait, on va avoir des informations incomplètes, soit l'intitulé de l'école, le diplôme va pas être complètement complet, enfin, il va y avoir une information qui fait que ça peut pas être... il nous manque des infos, et dans ce cas-là, pareil, on peut avoir recours à Vérif Diploma pour un certain nombre de diplômés. Voilà, ça peut être une vingtaine d'étudiants pour lesquels on se dit, bah, tiens, il nous manque quelques informations, et donc ils vont faire la recherche à la place de l'école. Donc c'est toujours très intéressant parce que ça fait gagner du temps aux équipes de back-office qui gèrent tout le processus de recrutement des écoles. Après, il y a aussi d'autres modèles. Toutes les écoles n'ont pas le recours aujourd'hui à une EdTech, par exemple, ou à une structure pour faire cet accompagnement-là. Je dirais que ça dépend, du nombre d'étudiants dans le système en termes de recrutement, et est-ce que ça vaut le coup d'être géré par externalisation ou pas. Ça dépend aussi des coûts liés à ça et de la cohérence par rapport au nombre de personnes qui sont mobilisées sur le sujet. Donc, je dirais que chaque école a son projet sa vision des choses sur le sujet. Et puis après, il y a aussi un point, alors je pense, si je prends l'exemple de Schema, comme on est positionné sur les différents continents, c'est vrai qu'on a cette capacité, notamment pour nos étudiants chinois qui vont candidater en France. C'est vrai qu'on a l'appui des équipes chinoises, par exemple, de notre campus, qui va nous permettre directement d'avoir accès à l'information en Chine. Et ça peut être pareil au Brésil et autres. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir les campus internationaux nous aide justement dans cette vérification des diplômes internationaux, dans la compréhension de l'équivalence des diplômes aussi, parce que c'est souvent ce sujet-là qui est une vraie question pour les écoles de management. Donc, je dirais que c'est un peu particulier à chaque école. Il est clair et net que, à un moment donné, compte tenu du fait que sur toutes ces formations, il y a quand même beaucoup de personnes qui postulent, moins on passe de temps dans des questions liées au back-office et au suivi de l'enregistrement de pièces, plus on peut passer du temps et de l'énergie sur la qualité, la relation à l'étudiant, et les équipes aussi peuvent travailler sur des choses à plus forte valeur ajoutée. C'est pas qu'on dit que l'activité de Vérif Diploma n'est pas intéressante, mais en tous les cas, par rapport à notre cœur d'activité, ça nous permet de passer l'énergie sur autre chose. Donc, je pense que c'est une histoire de gestion des temps et des enjeux en fonction de la vision de chacune des écoles de management. Moi, je parle des écoles de management. Pour les autres, évidemment, je ne peux pas me permettre de faire des généralités. Oui, bien sûr. Vous avez un ordre d'idée du nombre de demandes que vous recevez chaque semaine ou chaque mois de vérification?
Ça dépend parce qu'en fait, les processus de recrutement ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on est sur des dynamiques de concours, on va rentrer en fait dans des calendriers qui sont ceux de la Banque commune d'épreuves, par exemple, pour le programme Grande École. On va rentrer dans le Parcoursup avec les différentes banques type Sésame et autres pour des profils bachelor. Donc, il va y avoir un flux qui va arriver quasiment au même moment. Quand c'est post-bac, c'est plus simple parce que c'est étudiant français avec un baccalauréat voilà, reconnu, etc. Donc, c'est moins compliqué. Là où c'est à notre sujet, c'est sur les étudiants qui rentrent dans des profils d'admission sur des MSI et autres. Et là, on est au fil de l'eau. Généralement, c'est du fil de l'eau. Ça commence un recrutement en janvier qui va se terminer en juin avec des périodes. Donc, voilà, il y a des écoles qui font un choix de dire non, il y a une date où tout le monde doit postuler. Donc là, ça fait une espèce de goulot d'étranglement. Donc, pareil, en fonction de l'organisation de l'école, soit ça se fait au fil de l'eau et donc il n'y a pas forcément une activité très forte à un moment donné. Voilà, après, la vérification de diplôme, ça peut être sur, je dirais 15-20%. Des quinzaines de pourcents en fait, d'étudiants pour lesquels il y aura un questionnement à un moment donné et un travail un peu plus poussé. Voilà, lorsqu'on est sur des diplômes avec un recrutement international. Voilà. C'est surtout ça pour comprendre en fait quel est le diplôme obtenu. Parfois, quand c'est écrit dans une, que c'est pas écrit en anglais, que c'est dans une langue un peu particulière, avec il n'y a pas les ECTS, donc on est sorti de nos points de repère européens. Là, ça nécessite un travail de fourmi qui est un peu plus compliqué. Donc, d'où l'intérêt en fait d'aller affiner et de s'assurer en fait de la qualité du diplôme obtenu. Raphaël, on l'a vu, il y a des enjeux de sécurisation et de respect du RGPD dans ces process de vérification. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les solutions qui s'offrent aux établissements? Oui, donc alors pour le besoin de sécurisation des diplômes pour les établissements d'enseignement supérieur, donc on a mis en place 3 solutions, donc on appelle ça le triptyque, qui commence à l'entrée des candidats, comme évoqué à l'instant. Donc les écoles qui ont fait le choix d'arbitrer entre l'externalisation, le traitement en interne, donc ça c'est vraiment la diligence des établissements en fonction de leur organisation. Et bien sûr, il y a des questions d'équilibre de budget à prendre en compte. Donc la vérification des admissions consiste à nous confier en fait la liste des candidats qui vont rentrer dans les différents programmes des écoles. Donc en fonction des établissements, ça peut aller de 1000, 2000, 3000 candidats à vérifier, avec des ratios qui peuvent être de 50-50 France internationale, 40-60, 20-80. Donc ça dépend aussi de la stratégie de déploiement des établissements à l'international. Et la mission est simple, on va nous confier donc ce lot de candidats à vérifier, que l'on va intégrer dans nos systèmes. Donc on a des outils sécurisés qui vont nous permettre de gérer le process sécurisé de bout en bout. Donc une fois qu'on a intégré ces listes de candidats à vérifier, donc on va démarrer le processus qui va débuter par l'obtention de l'autorisation auprès des candidats. Donc ça, c'est le préalable à toute vérification. Alors là, c'est dans le cadre de la vérification des admissions, mais c'est également, bien sûr, appliqué dans le cadre des recrutements. C'est le préalable à toute vérification, l'obtention de l'autorisation. Donc, on va gérer tout ce contact-là avec le candidat pour obtenir, d'une part, son autorisation par signature électronique, mais au cours du process de vérification, on a besoin de solliciter parfois le candidat pour obtenir des documents complémentaires, des copies de diplômes, voire des traductions, des attestations de réussite. Donc, toute la relation avec le candidat peut être déjà extrêmement complexe, alors qu'on n'a même pas débuté la vérification, juste pour pouvoir constituer notre dossier et passer à l'étape suivante, qui est la vérification auprès de la source. Et donc, la vérification ne se fait pas juste sur la base de documents ou d'informations qui pourraient circuler sur des annuaires ou sur Internet. On va vérifier systématiquement auprès des sources officielles. Donc, c'est très important. Donc, ça peut être le service de scolarité de l'établissement. Parfois, on doit passer par le ministère. Ou parfois, donc, il y a des organismes qui sont rattachés au ministère qui sont en charge de la vérification en fonction des pays. Donc, notre travail va être d'identifier la source officielle et de procéder à la vérification auprès de cette source dans le délai le plus court possible pour pouvoir délivrer donc, à l'établissement un rapport de vérification, donc attestant d'une part de l'obtention du diplôme par le candidat et surtout que l'établissement est bien reconnu et que la formation obtenue par le candidat correspond aux prérequis d'entrée dans le programme. Alors, il y a des notions de niveau, est-ce que c'est bien Bac+3, il y a des notions de crédit ECTS. Donc, voilà, il y a plusieurs règles en fonction des programmes qui sont imposées donc, aux établissements. Et donc, on s'assure de cette conformité du niveau et du contenu de la formation pour pouvoir entrer dans le programme. Voilà. Donc, la vérification des admis consiste à pouvoir vérifier
les diplômes des candidats en cours d'inscription dans les programmes des écoles auprès des sources officielles. Après, donc, il y a la deuxième brique, si je puis dire, de sécurisation du diplôme. Ça va même être en amont pendant toute la vie de l'étudiant et du futur diplômé. Donc, l'établissement va délivrer des documents de scolarité, donc des relevés de notes, des attestations de réussite, et enfin le sésame, le diplôme. Et donc là, on passe par la dématérialisation. C'est un outil qui s'appelle le Doc Center, donc, qui permet de dématérialiser ces documents de scolarité et de les sécuriser. Et pour les sécuriser, donc on a plusieurs technologies. Ça peut être la blockchain, un QR code, une signature électronique. Donc on va s'adapter en fonction des prérequis, bien sûr, de l'établissement. Et c'est un service vraiment qui est à destination des étudiants et des candidats pour transmettre plus facilement les attestations de réussite ou les copies de diplômes, enfin les diplômes même, donc aux candidats qui vont parfois être mobiles avant la date de jury, qui sont déjà à l'autre bout du monde. Donc ça permet à l'établissement de transmettre de manière sécurisée ces documents. Et ensuite, la dernière brique de ce triptyque va être le service SAV, c'est-à-dire qu'une fois que vos diplômés se retrouveront sur le marché du travail, donc soit chez AXA, à la BRED, ou parfois aux États-Unis, en Chine, en Inde, ouais, dans tous les pays du monde, donc le recruteur va souhaiter vérifier l'obtention du diplôme. Et donc, il va générer des demandes de vérification auprès des services de scolarité des établissements. Et c'est en ça qu'on a créé un outil qui s'appelle le VeriCenter, donc qui est gratuit pour l'établissement, qui permet d'une part de centraliser toutes les demandes de vérification dans cette plateforme et de pouvoir les gérer de manière très simple, dans la mesure où vous avez des emails qui sont préenregistrés, des messages diplômés, non diplômés, pas encore diplômés. Donc on a développé toute une plateforme en fait, qui permet de faciliter la gestion des demandes de vérification qui arrivent auprès des établissements. Et bien sûr, toutes ces plateformes sont en conformité avec le cadre légal, CNIL et RGPD. Donc c'est un point extrêmement important. Et aussi, quand on parlait d'externalisation, pourquoi externaliser? C'est aussi garantir que ce process de vérification, que ce soit pour le recruteur ou pour les établissements, soit réalisé en parfaite conformité avec le cadre légal et selon une assurance qualité. Donc, on va délivrer un rapport de vérification qui répond à des standards d'assurance qualité très, très élevés. Merci. Alors, je vois que l'heure tourne. Je vous propose de répondre rapidement à ma dernière question. Quel est l'avenir de la vérification finalement alors que le marché est en tension? Est-ce qu'on diminue ses exigences et parce qu'il faut trouver le candidat qui correspond au poste? Est-ce que la dématérialisation risque de mettre à mal ces besoins de vérification ou pas? Béatrice? Non, je pense au contraire que la dématérialisation doit permettre de gagner encore plus en rapidité et en sécurisation de ces contrôles. Et je pense que dans des périodes de grande tension, il faut absolument pas baisser nos niveaux d'exigence par rapport aux candidats, parce que c'est aussi leur rendre service, hein, que de faire le bon choix de la bonne personne dans le bon poste. Donc, sécuriser ces embauches, c'est en tout cas, voilà, dire une dimension sur laquelle, pour nous, il est hors de question de revoir notre niveau d'exigence, quitte à recruter peut-être moins de personnes, quitte à avoir plus de difficultés. Mais les candidats comprennent très bien quand on leur explique qu'effectivement, nous avons besoin de sécuriser nos embauches, nous avons besoin de nous assurer de l'éthique et de l'honorabilité des personnes qui nous rejoignent. C'est aussi sécurisant pour eux de savoir qu'ils vont rejoindre des équipes où justement cette éthique professionnelle est importante. Donc c'est très bien compris par les candidats qui d'ailleurs n'ont aucune difficulté à nous donner les informations sur les personnes que l'on peut contacter dans le cadre des contrôles de référence, n'ont aucune difficulté à utiliser les plateformes de Vérif Diploma pour pouvoir nous faire remonter le document. Ceux qui effectivement disparaissent à ce moment-là, eh bien c'est peut-être qu'ils ne sont pas dans cette éthique et cette honorabilité pour pouvoir nous rejoindre. Donc non, ça va nous simplifier les choses si on arrive à avoir une base beaucoup plus digitale qui va archiver les différents diplômes des différentes écoles représentatives en France, à l'étranger, je ne sais pas ce que ça pourra donner. Ça facilitera les choses et en tout cas, on n'est pas prêt de revoir nos exigences, ça c'est sûr. Nathalie, est-ce que c'est une priorité pour ce qui est mal la dématérialisation?
Oui, alors bien sûr, moi, je vais rebondir sur ce que dit Béatrice, parce que c'est intéressant, et je trouve que il y a un vrai sujet, et je crois qu'il faut... Je crois qu'il y a une espèce de... Enfin, on se raconte beaucoup d'histoires, en fait. Le marché, voilà, les marchés sont tendus. Voilà, on attend les personnes comme ça, comme si les entreprises n'avaient pas cette capacité à recruter. Donc oui, il y a des grands changements sur les attentes, etc. OK. Donc ça, c'est une mutation complète, sociétale, avec des étudiants qui, voilà, au fil des années, se sont transformés et ont une exigence par rapport à l'entreprise. Donc ça, les entreprises qui l'ont compris ont cette capacité à dépasser, et on voit bien que ça continue de fonctionner très bien, et c'est une démarche en fait de transformation d'entreprise sur son mode de fonctionnement et sa relation à ses talents. Mais par contre, je crois que là, et je pense qu'on est très clair avec nos étudiants, marché tendu, pas tendu, c'est un leurre de penser qu'en ne travaillant pas beaucoup, en n'ayant pas une exigence, en ne cherchant pas l'excellence, on va obtenir des postes qui vont être à haute valeur ajoutée, qui vont permettre de gagner bien sa vie, puisqu'un jeune, en général, c'est quand même sa première demande, gagner bien sa vie, même si on sait qu'il sort aussi aujourd'hui d'autres tendances. Pour autant, c'est quand même un choix. On investit autant d'années dans un diplôme, c'est quand même pour avoir un retour sur investissement. Et puis aussi, on a des personnes qui cherchent à pouvoir concilier, avoir une activité professionnelle dans laquelle ils vont pouvoir montrer le meilleur de leur potentiel et réussir dans l'entreprise. Donc, ça passe par l'exigence et l'excellence. Donc, je crois qu'il faut arrêter ce leurre de voilà, on ne fait pas grand-chose, on publie quelques fausses données sur les réseaux sociaux et on raconte des histoires et hop, on obtient des postes. Je crois qu'on est en train de se leurrer parce que c'est finalement la relation humaine et le quotidien. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des périodes d'essai. Et la période d'essai, elle permet de voir en fait si la personne correspond bien à l'entreprise et si ce qui a été annoncé et dit, ou ce que l'entreprise a pu annoncer comme réalité de ce que serait l'entreprise, bien c'est là pour ça. Donc peut-être qu'on va être amené à avoir des périodes d'essai qui vont se rompre plus facilement et sur lesquelles il y a une espèce de côté naturel, ce qui était peut-être moins vrai il y a 10 ou 15 ans. Donc ça, c'est un vrai changement. Et après, sur la dématérialisation, nous, oui, évidemment, on la pousse parce que la dématérialisation, elle permet aussi de donner plus d'informations. Quand vous avez un certificat complémentaire sur lequel vous pouvez, à l'arrière, compléter un certain nombre d'informations, rentrer dans la granularité des informations, certifiées, bien ça permet, en fait, ça rend service à tout le monde. Et deuxièmement, on n'est pas en train de chercher à archiver des millions de dossiers papier. Et donc, on peut revenir même 20 ans en arrière sur une obtention de diplôme. Enfin, c'est un temps que moi, je n'ai pas connu lorsque je faisais mes études. On était archivé au bout de 2 ans sur un diplôme non récupéré auprès de l'université, par exemple. Donc, ça, c'est un point qui est important. Et puis, on voit la blockchain qui est en train d'apparaître de plus en plus. Oui, tous ces sujets-là font qu'on voit bien que ça va aussi... c'est le sens de l'histoire et de la maturité des technologies. Donc, petit à petit, lorsque on aura une capacité à avoir une certitude que le diplôme est sa garantie, parce qu'aujourd'hui, c'est le diplôme signé qui est envoyé au rectorat, voilà, sur lequel on fait des copies. Aujourd'hui, on est encore sur ce fonctionnement-là, mais pas à douter que tout ça va évoluer dans un futur proche, c'est quasiment une certitude. Et c'est une bonne nouvelle pour plein de raisons aussi liées aux aspects responsables qui vont avec, et au fait que on soit sur une dynamique mondiale et que la dématérialisation fait gagner aussi du temps et des transferts d'informations. Je sais que vous êtes un peu pressé sur le temps, alors je vous propose de garder la parole pour nous faire passer un message à destination des recruteurs peut-être. Comment continuer le dialogue ? Je pense que en fait, c'est l'appel des écoles. Hein, globalement, nous, on est un peu entre les deux. On est entre des profils des parents ou des étudiants qui sont sur la poursuite d'études ou qui sont post-bac. Et notre travail consiste à pouvoir placer nos étudiants au mieux dans des entreprises, qu'ils soient épanouis dans ces entreprises et qu'on puisse en fait être un espèce de continuum. Voilà, donc nous, on est un peu entre les deux. Donc, ce qui est super intéressant, et je pense qu'il faut continuer dans cette évolution des technologies, cette dématérialisation, et à travers une structure comme Veriff Diploma, je pense qu'il faut qu'on capitalise et qu'on mette notre énergie en commun. C'est ce qui est déjà fait. Ça sera au service de l'intérêt global. Parce que nous, on a tout intérêt à avoir nos étudiants, à bien les former, avec une éthique qui soit tout à fait cohérente. Deuxièmement, en ayant une capacité à pouvoir démontrer ce qu'ils sont capables de faire dans la réalité, et que ça soit au service de l'entreprise, qui n'ait pas ce type de questions à se poser. Donc, c'est continuer à se connaître, continuer à apprendre à se connaître, à connaître la réalité des diplômes. Je pense que ça aussi, c'est un gros sujet. Et vous disiez que la ministre s'y attelle, et c'est très bien, parce que c'est aussi vous allez dans un salon de l'étudiant aujourd'hui, si vous n'êtes pas un spécialiste, c'est quand même compliqué. Les titres peuvent être utilisés, les masters et les bachelors et tout ça. Et en fait, c'est plutôt ça qui est le premier gros sujet.
Donc, c'est intéressant qu'on garde le lien avec les entreprises aussi pour savoir voilà, on parle de quoi, on forme pour quoi faire et comment on va s'assurer que nos talents vont bien aller dans les entreprises pour s'y épanouir, voilà, et accompagner la transformation de l'entreprise dans leur nouveaux modes de fonctionnement qui sont plein d'opportunités. Je pense qu'il faut qu'on regarde cette évolution technologique et tout ce qui est en train de se mettre en place comme une vraie opportunité de changer les choses. Et on est tous, on a tous un rôle important dans cette continuité. En effet, merci Nathalie. Raphaël, est-ce que vous voulez compléter alors peut-être sur l'avenir de la vérification, pourquoi est-ce qu'elle reste indispensable? Oui, bien sûr. Donc, en fait, on n'oppose pas la dématérialisation à la vérification de diplôme à la source, comme ça peut être fait dans certains échanges. L'idée, c'est vraiment la complémentarité des deux qui permet justement la sécurisation de manière globale de l'ensemble des processus, à la fois pour l'école et in fine pour le recruteur. Donc, la dématérialisation des documents de scolarité est nécessaire et importante. Donc, les établissements doivent s'en emparer. Ils s'en emparent d'ailleurs. Mais la finalité, l'usager du service, va vraiment être l'étudiant ou le diplômé qui va se voir délivrer un document et pouvoir le conserver, le partager. Donc, bien sûr, ça a tout son sens et les établissements vont dans ce sens-là. Et après, il y a la réalité du besoin du recruteur, comme évoqué donc à travers ce webinaire, qui a un besoin de vérifier auprès de la source, d'externaliser, parce que ce n'est pas non plus le métier du recruteur d'aller regarder chaque diplôme, chaque sorte, est-ce que c'est un lien, est-ce qu'il faut que j'appelle l'université ou autre. Donc, son métier, c'est de faire de la relation avec le candidat, le convaincre et lui proposer le bon poste. Donc, il sera toujours nécessaire d'avoir Verific Diploma pour vérifier auprès des sources officielles, de centraliser ces demandes de vérification des recruteurs pour aller vérifier auprès des sources. Donc, c'est vraiment bien l'alliance de cette technologie de la dématérialisation qui est nécessaire et également va perdurer la vérification auprès des sources officielles telles que nous le proposons aujourd'hui. Béatrice, est-ce que vous aussi, vous avez un message à faire passer aux étudiants ou aux établissements? Alors, aux étudiants, j'aurais tendance à leur dire, en attendant la dématérialisation totale, ne perdez pas vos diplômes. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont que ça, un diplôme papier. Donc, ça peut être aussi peut-être les écoles de les encourager à les scanner dès qu'ils les ont entre les mains, parce qu'on voit aussi que dans la vie moderne, on bouge beaucoup, on se déplace, et nombre de personnes arrivent dans des parcours professionnels avec un peu de maturité et beaucoup de pertes de ces documents un peu anciens. Donc, voilà, si on pouvait digitaliser rapidement et encourager les étudiants tout de suite à conserver sous forme dématérialisée leur diplôme, je pense que ça nous aiderait pour demain. Voilà. Super. Raphaël? Oui, donc le message justement auprès des établissements, équipez-vous du Vericenter, qui est, je rappelle, une solution qu'on déploie de manière gracieuse auprès de l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur. Et qui va contribuer justement à répondre de manière plus rapidement et sécurisée aux demandes de vérification des recruteurs. Donc, vos équipes vont pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier. Et le fait de répondre plus rapidement donc aux recruteurs, comme on l'a vu, va permettre aux recruteurs d'acter le recrutement et donc favoriser l'employabilité de vos diplômés. Voilà, donc on ne peut que inciter les établissements à mettre en place ce type d'outils, ce type de plateforme, pour l'employabilité de leurs diplômés, simplifier leur process interne et bien sûr répondre aux besoins des recruteurs dans cette démarche de relations qu'ils entreprennent avec les entreprises. Voilà, finalement, un gain de temps des deux côtés. Je vous remercie, même si on a perdu la moitié de nos intervenants, mais je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. Et puis, on vous invite à continuer le débat. Alors, je vous envoie tout de suite un petit lien vers... Ah, parfait, c'est envoyé vers Think Éducation et Recherche, parce que le programme continue. Et excusez-moi. Voilà, et les conférences continuent à s'enchaîner. Vous retrouverez aussi sur le site de Campus Matin un replay du webinaire avec les interventions les plus importantes. Et puis, bien sûr, le replay de cette vidéo. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci, bonne journée.